Les images sont insoutenables, vous les avez sûrement vues ce week-end. Des pluies de roquettes, des tueries en pleine ville, des enfants, des femmes, des grands-mères. Je suis très révoltée parce que c'est des images qui sont très dures à voir. C'est horrible. Soutenir ça, c'est cautionner, c'est accepter que tuer, c'est normal. Or, dans la religion, c'est pas du tout ce qui est dit. Enfin, je veux dire, on est des humains avant tout. Je ne décris pas les choses que j'ai vues ce jour-là parce que c'est vrai que c'est très très dur. Ils ont décapité des familles, des bébés, décapité des bébés. Après cette journée du 7 octobre 2023, le peuple juif, endeuillé et meurtri, doit une fois de plus faire preuve de résilience. Lorsque circulent les images du massacre et les récits des survivants, c'est le monde entier qui prend conscience de l'extrême violence des assauts. Je suis Laurence Ferrari et je vous présente 7 octobre, un an après. Épisode 2, un traumatisme indélébile. Certains ont parlé d'un 11 septembre, d'un 13 novembre israélien. Est-ce que c'est de cette échelle, selon vous ? Ah oui, c'est même pire. D'un point de vue strictement statistique et démographique, c'est pire pour Israël que le 11 septembre. Il faut savoir qu'on a affaire quand même à des terroristes que je ne peux même pas qualifier, parce que pour moi, c'est même pas des animaux, c'est sûr que c'est pas des humains. Ce sont des monstres, d'une barbarie extrême. J'ai vu pas mal donc de vidéos de scènes qui défilent sur les réseaux de l'armée directement, puisque moi je ne sais pas ce qu'ils mettent sur les réseaux eux-mêmes, puisque des fois c'est trafiqué ou des choses comme ça. Mais voilà, moi je me base sur le site de l'armée, et effectivement on voit bien que c'est d'une cruauté horrible. C'était pas une rave party comme une autre, c'était un festival. Il y avait 7 à 8 000 jeunes qui étaient réunis, qui venaient de partout dans le monde. 7 à 8 000 jeunes qui étaient venus pour un festival de la paix, qui s'appelle le Festival de la paix. Bien sûr. Et ces jeunes-là ont été massacrés. On les a mis dans une tente. À un moment, ils se sont réfugiés dans une tente et ces terroristes, ces criminels, ont envoyé une première grenade dans la tente. Et parce que ça suivait pas, ils en ont envoyé une deuxième. Et ensuite, ils ont envoyé des morceaux de bois en feu pour faire brûler. On fait brûler des gens. Et ça s'appelle des résistants, ça ? Non, ce sont des criminels, des assassins. Laura Blajman-Kadar participait au festival Supernova avec ses amis. Par miracle, elle a réussi à survivre à l'attaque. C'est vrai que pendant toute cette journée, pendant si longues heures, quand on entend ce massacre qui se déroule dehors, on entend des hurlements, on comprend qu'on entend des gens se faire assassiner, mais on imagine, en fait. On entend, mais on ne voit pas. Donc, on essaye d'imaginer seul ce qu'il se passe exactement dehors. Et c'est seulement à 2 heures de l'après-midi, quand on sort de la caravane et qu'on voit, en fait, les restes. On voit des gens étalés par terre. On voit... Je ne décris pas les choses que j'ai vues ce jour-là, parce que c'est vrai que c'est très, très dur. Mais vous savez, quand ça a pris des semaines, je dis bien des semaines, pour identifier les corps de mes amis, on n'a pas été surpris. Pendant si longues heures, je peux vous dire que quand on entend seulement, on ne voit pas, ça peut faire encore plus peur, car on n'est jamais sûr. Est-ce qu'ils sont plus proches? Est-ce qu'ils sont plus loin? Combien de gens y a-t-il dehors? Que se passe-t-il? Combien de vivants il reste? Pendant les heures qu'on était cachés dans la caravane, j'ai culpabilisé parce que c'était mon idée de se cacher dans la caravane. Et pendant souvent, je me suis dit, mais peut-être si on aurait couru, on aurait pu être autre part, on aurait pu partir, on ne va pas mourir des terroristes. Et c'est seulement des heures plus tard, quand on sort de la caravane et on voit tous les gens qui ont été assassinés dehors, qu'on comprend qu'on a eu de la chance d'être rentré dans cette caravane et être caché là-bas. Au début, il y avait énormément d'hurlements, énormément de coups de feu. On entendait vraiment un bazar entier. Et plus les heures ont passé, les choses sont devenues plus silencieuses. Donc, on a compris très, très bien à chaque fois ce qu'on entendait. Et quand on entend seulement un hurlement et un coup de feu, on comprend que c'est quelqu'un qui a été achevé. Quand on entend les cris de Ta'al, qu'ils appellent quelqu'un, viens, il essaye de le kidnapper, et puis on entend 2 coups de feu, et c'est vrai que dans ce silence horrible, on entend son corps tomber par terre. Vous savez, ils ont essayé de nous brûler, et le feu n'a pas pris. À la fin, quand vous retournez chez vous, il y a un événement qui est marquant, c'est ce moment où vous serrez dans vos bras votre voisine arabe, et vous écrivez Oui. « Je ne les assimilerai jamais à des barbares ». Oui, ils m'ont beaucoup aidé dans mon traumatisme, le fait que c'était les premiers qui m'ont attendu, et les premiers à me dire ça
Ça ne nous représente pas, ça ne nous représente pas l'islam. Vous savez, après toute une journée qu'on entend les gens hurler Allahu Akbar, puis tuer, puis torturer des gens, c'est elle qui m'a rappelé que Allahu Akbar, ça veut dire Dieu est grand. C'est un cri qui est fait pour dire dans les jours de joie, dans les jours de fête, quand des bonnes choses arrivent. Je dis, pour moi, le Hamas ne représente pas l'islam. Dans l'islam, c'est interdit de tuer des femmes, de tuer des enfants, de violer. Et j'ai eu une chance immense de vivre dans une ville mixte et savoir quel est l'islam. Journaliste sur I24 News, Jean-Charles Banoun a collaboré à l'écriture du livre de David Haïk, Samedi rouge, les survivants des massacres du 7 octobre témoignent. Quelles sont les images, justement, qui vous ont le plus choqué, celles qui vous hantent encore ? Celle que ce jeune homme nous a amené dans l'abri, où on voit des personnes mutilées, et puis la sauvagerie des terroristes qui rentrent, on les voit, on les entend arriver dans l'abri qui fait quelques mètres carrés et tirer comme ça sur des jeunes qui sont mais absolument sans défense. Et c'est ça, moi, qui m'a vraiment le plus bouleversé, c'est la cruauté dont on fait preuve ce jour-là, les terroristes. C'est-à-dire que ça rappelait ce que la France a vécu avec le Bataclan, c'est-à-dire qu'on tire sur des gens désarmés comme ça, à l'aveugle, et parfois à bout portant, et parfois aussi sur des enfants. Moi, j'ai été visiter dans le kibbutz Nir Oz, une maison où vivait toute une famille, père, mère et 3 enfants de 2, 4 et 6 ans, et ils ont tous été tués à bout portant comme ça dans leur maison, alors que ils n'avaient aucune arme sur eux, c'était des enfants en bas âge. Et les terroristes sont venus, sont rentrés dans la maison, ils ont d'abord tué le père, ensuite la mère, et ensuite ils sont passés par la fenêtre, et ils ont vu que les enfants étaient terrés de peur dans leur lit, et ils les ont tués. Et donc ça, je pense qu'il faut vraiment, pour le visualiser, imaginer que ce soit possible, il faut quand même quelques minutes, voire même quelques heures ou quelques jours, parce que ça paraît totalement inimaginable, une telle cruauté. Parmi la dizaine de récits recueillis, celui qui a le plus marqué le présentateur de la chaîne israélienne est celui d'Irit Lahav, habitante du kibbutz Nir Oz, à quelques kilomètres à peine de Gaza. Et ils se sont retrouvés livrés à eux-mêmes face à ces terroristes déchaînés, parfois aussi à la population civile qui est venue de Gaza aussi attaquer les maisons dans la foulée des terroristes. Ça a duré plusieurs heures, c'est le cas de Nir Oz, et par exemple d'Irit Lahav, qui est une habitante, qui est une miraculée, et qui a réussi à s'enfermer dans une petite chambre forte avec des terroristes armés qui tiraient, qui voulaient à tout prix forcer la porte, qui tiraient sur la porte, mais elle avait la chance, elle, d'avoir un tutoriel que lui a envoyé son frère quelques minutes avant que les terroristes arrivent, et il lui a expliqué comment bloquer la porte de l'intérieur pour pas que les terroristes puissent forcer ces portes, parce qu'il n'y avait pas de clé dans ces chambres fortes. Et donc il lui a dit, prends une rame de bateau si tu as. Elle avait un manche d'aspirateur en métal, et elle a placé ce manche dans sa porte, et c'est ce qui lui a sauvé la vie. Donc c'est tellement dérisoire de se dire qu'elle doit son salut à ce manche d'aspirateur, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Grâce à ça, la porte n'a pas pu être ouverte, les terroristes qui étaient dans un couloir n'avaient pas d'angle de tir, ils ne pouvaient pas se mettre en face de la porte pour tirer, et elle s'est cachée sous le lit, et elle a mis devant elle 2 livres. Devinez de quoi parlaient ces livres, ça aussi c'est une ironie de l'histoire assez extraordinaire. C'était des encyclopédies du Troisième Reich sur l'ascension et la chute d'Hitler. Donc il y avait Hitler, me racontait-elle, qui lui faisait face et qui en fait lui sauvait la vie aussi, parce que si les terroristes essayaient de tirer, le livre, qui était très épais, arrêterait sans doute les balles. Donc ça lui a sauvé la vie, ce manche d'aspirateur et cette encyclopédie avec la photo d'Hitler qu'elle m'a montrée en gros plan. Ils sont arrivés à la porte de la pièce sécurisée, et ils ont essayé de l'ouvrir de toute leur force, avec des coups de pied, des cris. À ce stade, on était sûr que c'était foutu, qu'on allait mourir. Et on était sous la table et on s'est dit, l'une à l'autre, combien nous nous aimions. On était là en train de se dire des mots de séparation. Elle me disait, ma fille, maman, je t'aime pour tout ce que tu as fait pour moi. Et je lui ai dit, qu'est-ce que j'étais heureuse d'être sa maman toute la vie. Enfin, voilà. On était en train de se dire adieu. Beaucoup de mes voisins ne sont plus là. Ils sont ou otages ou morts. Lui aussi est un rescapé du kibbutz de Nir Oz. Quand Jehan Berman apparaît sur la chaîne CNews quelques jours après le 7 octobre, il apparaît tremblant, le visage émacié, les yeux cernés et le regard encore terrorisé. Autant de signes qui traduisent son incapacité à se reconstruire. Le kibbutz qui était pour nous un paradis, et qui est vraiment une perle paradisiaque au milieu de ce désert, est devenu un enfer.
Ça a mis du temps. Mais aux alentours de 3 heures de l'après-midi, l'armée est rentrée dans le kibboutz et a réussi à reprendre le kibboutz en main. On a été apporté dans des endroits sûrs. Donc on peut même pas retourner à la maison, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, tout est brûlé. Ils ont décapité des familles, des bébés, décapité des bébés. Ils ont brûlé des familles entières. Nos amis. C'est une grande famille, le kibboutz, on n'est pas beaucoup, c'est 450 habitants, tout confondu. Aujourd'hui, on est 190. L'horreur se prolonge au-delà du 7 octobre, dans les visages des témoins, dans leurs récits, et dans ces images et vidéos sanglantes diffusées sur les réseaux sociaux. Des familles essayent désespérément d'avoir des informations ou de reconnaître leurs proches disparus. Sont-ils morts ? Sont-ils retenus en otage par le Hamas ? Un otage tué pour chaque frappe de Tsahal sans sommation sur la bande de Gaza. La menace du Hamas face à la contre-offensive israélienne après l'opération du week-end nommée Déluge d'Al-Aqsa. Dernier bilan, au moins 800 morts et 2600 blessés en Israël. Plus d'une centaine d'otages seraient aux mains des terroristes palestiniens. Parmi eux, sûrement des Français. 14 ressortissants sont toujours portés disparus selon le Quai d'Orsay, dont Céline Ben David Nagar, une franco-israélienne de 32 ans, originaire de Lyon, qui vit à Tel Aviv. La rédaction d'Europe 1 a pu entrer en contact avec son mari, qui la cherche en Israël. Caroline Baudry. Il est 7h15 samedi quand Ido reçoit le dernier texto de son épouse. Elle est en route avec un couple d'amis direction le festival de musique Nova quand une pluie de roquettes s'abat près de la frontière. Ne t'inquiète pas, les soldats sont là, écrit-elle. Des terroristes du Hamas déguisés en soldats selon son époux qui traversent le pays et retrouvent le véhicule de la jeune femme. La voiture était criblée de balles, les vitres étaient brisées. On n'a pas vu beaucoup de traces de sang, ce qui nous laisse penser, vu qu'on n'a pas trouvé de corps non plus, que tous les trois, Céline ainsi que ses amis, ont été kidnappés. Le moins pire des scénarios selon ses proches qui se forcent à regarder de sanglantes vidéos d'assassinats diffusées par le Hamas pour tenter d'identifier Céline. Je suis complètement désemparé, démuni. Je n'en peux plus de cette attente. Je ne dors plus depuis que ma femme a disparu. On est sans nouvelles, c'est extrêmement compliqué. Et si Céline est vivante, qu'en est-il de son état de santé, s'inquiète l'entourage de la jeune maman d'un bébé de 6 mois. Après 55 jours de détention, Mia Shem, une jeune festivalière prise en otage par le Hamas, est libérée. C'est sur Europe 1 qu'elle a confié pour la première fois l'enfer qu'elle a vécu. J'ai vécu un holocauste. Les mots de Mia Shem, jeune otage franco-israélienne, enlevée par les terroristes du Hamas au festival Supernova, libérée le 30 novembre dernier. C'est la première fois qu'elle prend la parole depuis sa libération. Mia Shem a passé 55 jours blessée dans la bande de Gaza, captive chez une famille gazaoui. Elle s'exprime ce soir à la télévision israélienne. Dans un extrait de l'interview que vous avez consulté, Wilfried de Villers, elle dit avoir vécu l'enfer. Mia Shem parle lentement, comme si chaque mot la ramenait à ses jours de captivité. C'était important pour moi de décrire la situation réelle sur les gens qui vivent à Gaza, sur qui ils sont réellement, parler aussi de ce que j'ai traversé. Son bras dans le plâtre reste collé à son corps, inerte. Une balle d'AK-47 lui a brisé les os lors de l'attaque du 7 octobre. Elle a été soignée à Gaza dans des conditions sommaires. Il n'y avait ni anesthésie ni quoi que ce soit. Je m'étouffais avec mes propres larmes. Et là, on m'a regardé et on m'a dit « ça suffit ou on t'envoie dans le tunnel ». Les tunnels, Mia ne les a pas beaucoup vus. Elle raconte avoir passé une grande partie de sa captivité dans une famille gazaoui. Tout le monde là-bas est terroriste. Ce sont des familles entières qui supportent le Hamas. Moi, j'ai réalisé que j'étais retenue dans une famille et je me suis posé des questions. Pourquoi est-ce que je suis dans la maison d'une famille ? Pourquoi est-ce qu'il y a des enfants ici, des femmes ? Jean-Charles Banoun, qu'attendent les Israéliens un an après l'attaque ? Quel est leur état d'esprit ? Je crois qu'aujourd'hui, il y a un sentiment pour tout le monde que la guerre s'arrête, mais qu'elle s'arrête en permettant le retour des otages à Gaza et que les habitants du Nord, parce qu'on les oublie eux aussi, il y a des milliers d'évacués depuis le 8 octobre qui ne peuvent plus rentrer chez eux. Donc les Israéliens veulent qu'on leur apporte cette sécurité qu'ils avaient, pensait-il, avant le 6 octobre et qu'ils n'ont plus
maintenant et qu'ils veulent retrouver. Mais ils veulent le retour des otages. On ne peut pas arrêter cette guerre sans que les otages ne soient rendus. Et on sait que le Hamas n'a pas du tout intérêt, malheureusement, à terminer cette guerre et à rendre les otages, parce que sinon, ça lui enlève toute monnaie d'échange et tout poids dans une quelconque négociation. Donc on est dans une espèce, malheureusement, de cercle infernal. Avec toujours cet espoir que la paix revienne. Je crois que la paix aujourd'hui, c'est pas le sujet prioritaire. Je crois qu'il sera très compliqué de relancer des négociations de paix dans l'immédiat. Il va falloir penser d'abord les plaies qui sont vraiment béantes encore, et peut-être que dans quelques années, moi j'y crois pas tout de suite, mais peut-être que dans quelques années, et peut-être avec d'autres dirigeants, on pourra reparler du processus de paix. Mais là aujourd'hui, croyez-moi, pour beaucoup d'Israéliens, la paix c'est pas le sujet prioritaire. C'est le retour des otages. Exactement, le retour des otages, la sécurité de nouveau aux frontières, et notamment pour les gens qui habitent dans ces villes soit du sud, soit du nord, qui ne veulent plus vivre sous les roquettes. Et je pense qu'on peut entendre ça. C'est pas une vie possible d'être comme ça à une frontière et de se dire que tous les matins vous pouvez recevoir un missile anti-char ou une roquette. C'est pas possible. On peut pas vivre. Ça a été le cas pendant des années pour les gens du sud. Et voilà sur quoi ça a débouché, sur l'attaque du 7 octobre. Les attaques du 7 octobre ont coûté la vie à 1200 personnes, dont 37 enfants. Parmi elles, 41 Français. Ce n'est que 4 mois plus tard, en février 2024, que ces victimes, des terroristes du Hamas, ont eu droit à un hommage national en France. 4 mois durant lesquels leurs familles, leurs proches, ont eu le sentiment que ces morts étaient estompées, oubliées. Comme s'il ne fallait pas trop en parler, car ce n'étaient pas de bonnes victimes du terrorisme, pas une cause en tout cas, pour laquelle on se mobilise massivement. La France et son président se sont donc penchés tardivement sur leur mémoire. Et pourtant, ce 7 octobre est bien une tragédie française, entière et pleine. Plusieurs de nos concitoyens restent prisonniers dans les tunnels de la mort de Gaza pour la seule et unique raison qu'ils sont juifs, un crime impardonnable aux yeux des islamistes. Rappelons qu'il reste une centaine d'otages, toujours détenus par le Hamas. À nous de faire en sorte que ces victimes, qui résonnent avec les victimes de la Shoah, ne tombent pas dans la nuit de l'oubli. Vous venez d'écouter 7 octobre, un an après, un podcast de la rédaction d'Europe 1 à retrouver dans la série Au cœur de l'actu. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site et l'appli Europe 1. Les premières alertes ont commencé à 6h40, donc moi c'est comme ça que j'ai été réveillée ce matin. Une pluie de milliers de roquettes, des incursions de commandos armés en Israël. J'ai jamais vu 3000 missiles tirés en une matinée sur Israël. 70 morts malgré le dôme de sécurité, certains disent 100, des commandos qui ont investi le territoire, qui ont tué des habitants à bout portant d'une balle dans la tête. C'est du jamais vu depuis la guerre du Kippour il y a 50 ans. Le crime, l'assassinat, la torture, la barbarie, ce ne sont pas des valeurs communes. Il y a un an, la barbarie islamiste frappait Israël du pogrom le plus violent de l'histoire depuis la Shoah. Un massacre d'une ignominie sans nom. Des familles entières décimées. Des jeunes gens abattus lâchement en plein désert alors qu'ils dansaient. Des enfants et des personnes âgées prises en otage. Des femmes de tous âges violées, torturées, mutilées et humiliées. Les terroristes du Hamas ont franchi ce jour-là une étape de plus dans l'horreur. Depuis ce terrible 7 octobre 2023, la communauté juive tente de panser des plaies encore béantes. Certains tentent d'effacer des images insoutenables, quand d'autres continuent d'espérer le retour de leurs proches, toujours retenus en otage par le Hamas. Ces attaques terroristes n'ont pas seulement meurtri toute une communauté, elles ont aussi ravivé une haine latente, l'antisémitisme. Des synagogues prises pour cible. Les Juifs de France ont renoué avec la peur. Nombre d'entre eux préfèrent désormais enlever leur kippa pour dissimuler tout signe de judéité. Parce qu'il ne faut pas oublier les horreurs des islamistes guidés par la haine, pas oublier celles et ceux assassinés par la cruauté fanatique,
Pas oublier ces femmes, ces hommes, ces enfants et ces vieillards encore retenus en otage. Nous vous proposons dans ce podcast de revenir sur cette sinistre journée du 7 octobre 2023 avec les archives d'Europe 1 et le précieux témoignage des rescapés de ce massacre. Je suis Laurence Ferrari, vous écoutez le podcast 7 octobre, un an après. Épisode 1, une plongée dans l'horreur. Au petit matin du samedi 7 octobre, les Israéliens se réveillent au son des sirènes d'alerte. Une pluie de roquettes s'abat sur le pays. On pense alors qu'il s'agit d'un regain de tension. Mais très rapidement, le Hamas déclare avoir déclenché l'opération Déluge d'Al-Aqsa contre Israël. Jean-Charles Banoun est journaliste et l'un des présentateurs vedettes de la chaîne I24 News basée à Tel Aviv. Jean-Charles Banoun, où étiez-vous le samedi 7 octobre 2023 au matin ? Eh bien écoutez, j'étais dans mon lit parce que c'était un jour férié et nous dormions parce qu'il était très tôt. Et ce qui a été très inhabituel, c'est qu'à 6h30, on a commencé à entendre, parce que ici c'est comme ça qu'on est prévenu d'un événement sécuritaire, les sonneries de l'application de sécurité civile israélienne sur notre téléphone, mais alors d'une manière totalement inhabituelle. C'est-à-dire que là, c'était des rafales d'alerte pour les villes du sud qui se déclenchaient, et ça n'avait aucune logique, parce qu'il n'y avait pas de confrontation à ce moment-là entre le Hamas et Israël. Donc on comprend pas bien ce qui se passe. On voit que les alertes se rapprochent de plus en plus de Tel Aviv où on habite, et on comprend que ça va être notre tour dans pas longtemps. Et effectivement, au bout de 20 minutes, alerte à Tel Aviv. Donc là, réveil des enfants, descente à l'abri qui est en bas de l'immeuble Dardar. Et là, on essaie de comprendre, c'est-à-dire qu'on prend les téléphones, on regarde sur les réseaux sociaux, on essaie de comprendre ce qui se passe, et là, on a l'image qui, à mon avis, a bouleversé les Israéliens pour toujours, c'est-à-dire ce pick-up, ce 4x4 blanc du Hamas rempli de terroristes dans une rue de Sderot, qui est la première ville, après la frontière de Gaza, d'importance, et qui est donc une ville attaquée ce jour-là par des terroristes, qui est quelque chose de tout à fait inimaginable pour les Israéliens. Jean-Charles, est-ce que vous pensiez qu'il s'agissait d'un regain de violence, ou est-ce que tout de suite vous avez pensé à une attaque surprise comme en 1973 ? Là, on s'est quand même mis sur les rails d'une attaque, parce que cet événement-là dont je vous parlais, il est totalement inimaginable pour tous les Israéliens à ce moment-là. Personne ne peut imaginer que le Hamas franchisse un jour cette frontière qui a été présentée comme infranchissable par l'armée depuis des années. Donc là, on comprend qu'il se passe quelque chose de terrible. Alors, on allume aussi évidemment la télévision, et là, on a assisté toute la matinée à quelque chose de tout à fait ahurissant, c'est-à-dire que vous aviez des gens qui appelaient les chaînes de télévision israéliennes depuis leur kibbutz, qui étaient attaqués et qui étaient chez eux, calfeutrés, et qui appelaient au secours. Et vous aviez les présentateurs qui pleuraient à la télévision parce qu'ils pouvaient rien faire, et ils avaient affaire à ces gens qui avaient dans leur maison des terroristes et qui faisaient entendre dans leur téléphone les voix des terroristes parlant en arabe, et parfois vous entendiez aussi les coups de feu et vous n'entendiez plus les personnes au bout du fil. C'était quelque chose de vraiment traumatisant, et je pense qu'un an après, tout le pays est encore dans ce qu'on appelle le syndrome post-traumatique après ce qui s'est passé ce jour-là. La date de cette attaque surprise n'a pas été choisie au hasard. Elle intervient à un jour près, 50 ans après le début de la guerre du Kippour en 1973. Et puis ce samedi 7 octobre 2023 devait être un jour festif pour la communauté juive qui célèbre Simchat Torah, la fête de la joie. De nombreux pèlerins et touristes sont d'ailleurs venus pour l'occasion. Cette fête de la joie tourne court. Le Hamas tire plus de 5000 roquettes rien que dans la matinée. À quelques kilomètres de la bande de Gaza, l'organisation terroriste infiltre les kibboutz, les villages limitrophes. Dans le sud du pays, à Reim, les 3000 participants d'un festival de musique électronique Supernova sont pris par surprise. Les festivaliers et les habitants tentent comme ils peuvent de fuir et de se cacher, mais c'est un véritable guet-apens. Ils ont commis des massacres, je dis bien des massacres. Ils ont massacré une véritable boucherie dans des villages et des kibbutzim autour de la bande de Gaza, des femmes et des enfants et des personnes âgées. Ils sont rentrés dans des maisons, ils ont tiré à la mitraillette sur tout ce qui bougeait. Nous sommes dans une situation de guerre. À l'heure où nous parlons, il y a encore des cellules terroristes en territoire israélien. Une situation extrêmement tendue et sans précédent
pour l'État d'Israël. On sait aussi désormais que plusieurs dizaines d'Israéliens, civils comme soldats, ont été pris en otage par le mouvement islamiste Hamas. Certains ont été capturés et emmenés vers l'enclave palestinienne. Une onde de choc pour les Israéliens proches de la frontière comme cet habitant d'Ashkelon. Le sentiment est terrible. J'espère que cette fois-ci ils feront quelque chose de plus que ce qu'ils font habituellement. Il n'est pas acceptable qu'ils nous aient pris par surprise comme cela. Où sont tous les responsables de la sécurité? Comment ont-ils fait quelque chose comme cela? Comment sont-ils entrés avec des véhicules en territoire israélien? L'armée israélienne a de son côté promis une riposte sans précédent. Elle dit frapper depuis ce matin des positions du Hamas et du djihad islamique à Gaza. Je tiens à dire une chose, le Hamas a ouvert les portes de l'enfer dans la bande de Gaza. Le Hamas en portera les responsabilités et paiera pour ses actes. Le ministère de la Santé palestinien fait part suite à ces frappes d'environ 200 morts. Certainement l'une des journées les plus sanglantes du conflit depuis des décennies. Ces gens-là ne sont pas des combattants, ce ne sont pas des militaires, ce sont des terroristes. Et le droit de la guerre, leur importe peu. Mais effectivement, la question très importante, c'est pourquoi effectivement, avec ce genre de bricolage, avec des équipements qui ne sont pas sophistiqués, comment effectivement des milliers d'hommes ont pu rentrer dans Israël, tuer autant de personnes. Est-ce que vous pensez que l'objectif du Hamas est d'arriver à une certaine forme de discussion avec Israël ou pas du tout? Non, le Hamas ne veut pas discuter avec Israël, il veut détruire Israël. Mais alors comment faire pour cohabiter quand on est si proche, quand les territoires israéliens et territoires palestiniens sont à quelques mètres, quelques kilomètres? Madame, il n'y a pas de cohabitation possible avec le Hamas et la situation à laquelle on est arrivé oblige Israël maintenant à entreprendre une guerre contre le Hamas qui est destinée justement à mettre fin à ses agissements et aux agissements de cette organisation. Lorsque vous lisez la charte du Hamas et les textes fondateurs du Hezbollah, ils considèrent les Juifs comme des singes et des porcs. Bon, alors écoutez, égorger un singe ou un porc, c'est plus facile que de le faire pour un humain. Donc fondamentalement, il n'y a pas d'objectif, de négociation sur le fond, car ces gens-là considèrent que de toute façon, Israël n'a pas lieu d'être et qu'au fond, les Juifs doivent disparaître dans la mer. Qui est venu en plein jour de Simchat Torah, samedi, traverser les grilles et rentrer dans des villages, enlever des enfants, en brûler, en massacrer, prendre des femmes, les violer et emmener des personnes âgées dont on n'a aucune nouvelle aujourd'hui. C'est ça avec qui il faut négocier? Une guerre qui est imposée par le Hamas, je répète pour ceux qui ont oublié, un mouvement salafiste, un mouvement qui prône la destruction totale de l'État d'Israël, un mouvement qui est soutenu par l'Iran, financé par l'Iran, et qui a donc décidé d'attaquer Israël. Et donc aujourd'hui, nous répondons à cette guerre. Et tant que les choses ne sont pas entrées dans l'ordre, eh bien les événements continueront. Et lorsque tout sera terminé, eh bien nous ferons effectivement un état des lieux et nous vérifierons ce qui s'est passé. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Citoyens d'Israël, nous sommes en guerre. Non pas dans le cadre d'une opération ou d'une ronde, mais en guerre. Ce matin, le Hamas a lancé une attaque surprise, meurtrière contre l'État d'Israël et ses citoyens. Et la situation dure depuis ce matin. J'ai convoqué les chefs des services de sécurité et j'ai ordonné avant tout d'évacuer les localités où des terroristes se sont infiltrés. Et cette opération est actuellement en cours. Dans le même temps, j'ai ordonné une vaste mobilisation des réserves et nous riposterons avec une ampleur que l'ennemi n'a jamais connue. L'ennemi paiera un prix sans précédent. En attendant, j'appelle les citoyens d'Israël à se conformer strictement aux directives de Tsahal. Nous sommes en guerre et nous la gagnerons. Après les massacres de la journée, vient l'heure de compter les morts et de rechercher les disparus. Il y a des corps par terre qui jonchent le sol, ils sont arrivés chez les gens, ils les ont égorgés chez eux, ils ont brûlé vifs. Des femmes, des enfants, des vieillards, tout le monde. Ils ont kidnappé des centaines de personnes qu'ils ont ramenées sur la bande de Gaza. Il y a aussi des vidéos d'enfants qu'ils ont kidnappés, qu'ils ont ramenés dans Gaza. Ça pourrait être mes enfants. Moi, je suis une maman, j'ai 2 enfants. Demain, ça pourrait être mes enfants. Cette brutalité, c'est horrible. C'est une attaque sanglante, c'est ça aussi. C'est sans précédent, des attaques d'enfants, puisque aussi il faut pas oublier que il s'acharnait en premier sur les enfants, sur les femmes, sur les vieillards. Là, les gens qui ont été capturés, c'est des vieillards. Ils ont même pris des gens handicapés avec eux. Mais où va-t-on? Mais c'est-à-dire pour penser à tout ça, c'est vraiment innommable. C'est quelque chose d'innommable ce qu'ils ont fait. Jean-Charles Banoun, comment est-ce que vous vous sentiez à la fin de cette journée du 7 octobre? Quelle était l'atmosphère en Israël? Vraiment un choc. Parce que je peux vous dire que même pour aller travailler, moi j'habite à quelques minutes de mon lieu de travail, mais
comme on ne savait pas s'il n'y avait pas des terroristes qui étaient aussi arrivés jusqu'à Tel Aviv, parce qu'il y avait évidemment beaucoup de craintes à ce moment-là, parce qu'on en a vu quand même arriver très très profondément en territoire israélien. On n'était même pas rassurés de sortir de chez nous, donc il y avait personne dans les rues étaient vides, et puis on a entendu tous ces témoignages absolument effrayants et de gens qui ont vu leurs proches se faire assassiner sous leurs yeux ou kidnapper. On a eu des témoignages de rescapés qui ont perdu un membre, parfois une main, dans les grenades qui étaient jetées dans les abris à côté de la fête Nova. Donc tout cela, ça a été vraiment très très compliqué à digérer et surtout que ça s'est prolongé. C'est-à-dire que ça s'est pas arrêté le 7 octobre pour nous, ça a duré pendant de très longues semaines avant qu'on arrive à comprendre l'ampleur des atrocités qui ont été commises ce jour-là. Et évidemment, ça a été un choc permanent et beaucoup de gens avaient besoin de raconter tout ce qu'ils avaient vécu. Donc on a fait une sorte d'antenne ouverte comme cela à tous ces gens qui avaient soit perdu un proche, soit eu un proche kidnappé, soit qui eux-mêmes étaient des miraculés et qui avaient besoin de raconter. Dans le deuxième épisode de ce podcast, nous verrons comment l'angoisse s'est mêlée à l'effroi lorsque les tirs et les exactions ont enfin cessé et que les Israéliens ont pu prendre conscience de la cruauté de ce massacre de masse visant leur communauté. Vous venez d'écouter 7 octobre, un an après, un podcast de la rédaction d'Europe 1 à retrouver dans la série Au cœur de l'actu. Dans la suite de ce podcast, Israël se réveille dans l'effroi. Des images insoutenables inondent les réseaux sociaux et les chaînes de télévision. Un traumatisme indélébile pour la communauté juive. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site et l'appli Europe 1.